hypnothérapeute certifié. Mais vous ne savez pas concrètement. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonsoir, il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments et les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort, il est certain que ce 17 septembre 81 marquera une date. Voilà près de trop. Les députés s'étaient saisis d'un projet de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. C'est les fameux débats de 1908 entre Jaurès et Barrès. Entre-temps, nombreux furent ceux à batailler pour supprimer la guillotine en France, à gauche et à droite. Et face à une opinion hostile, François Mitterrand, pendant la campagne, il y a 6 mois, avait répété son hostilité à la peine capitale. Et c'est d'ailleurs l'un des plus farouches avocats de l'abolitionnisme qu'il a placé au ministère de la Justice et qui se retrouvait donc cet après-midi devant les députés. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. À cet instant, lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Mes chers compatriotes, nous voici encore réunis pour évoquer un thème majeur. Un thème qui m'est cher. Un thème cher à ceux qui ne supportent pas, ne tolèrent pas, ou peu, n'entendent pas s'accommoder aisément du terme contraire. Je veux bien sûr parler de la justice. La justice est un principe d'ordre moral, philosophique, juridique, a des incidences sociales, politiques, naturellement. À tel point que c'est justement dans l'espace public, dans le domaine politique, que se mettent en œuvre avec le plus de véracité, d'exigence, d'importance, l'ensemble de ces caractéristiques, de ces prérogatives. La justice est rendue au nom du peuple, pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Car la justice est avant tout un instrument
de solidarité sociale, d'équité, d'égalité. Sans aborder les doctrines philosophiques et penseurs antiques, ou un peu moins, qui ont théorisé, développé ce terme. Je veux me focaliser sur l'intérêt qu'il recouvre actuellement, de nos jours. La justice, en effet, a subi souvent des critiques, un vent de contestation, car les institutions censées la faire appliquer ont souvent, de plus en plus, été perçues comme ne remplissant pas leur mission originelle. Les citoyens se sentent souvent bafoués dans leurs droits élémentaires, estiment, à tort ou à raison, souvent à raison, que leur liberté individuelle, leur intégrité, leur mérite ne sont pas toujours reconnus, préservés, défendus avec le plus d'efficacité. Bien évidemment, la justice est d'autant plus prégnante et majeure dans le fonctionnement de nos institutions, de notre société, que son exercice est compliqué, complexe. Il faut toujours apporter les preuves matérielles, objectives, que l'on a subi effectivement une injustice. Et l'on ne peut naturellement faire justice soi-même. C'est donc là toute la difficulté pour les responsables, pour les professionnels de la justice. C'est là que réside la complexité. Car bien évidemment, il est délicat de défendre, représenter les intérêts d'autrui, comme on pourrait les représenter pour soi-même. Cette délégation de compétences, cette délégation d'attributions que chaque citoyen a l'obligation de réaliser, d'effectuer en donnant mandat aux représentants de la justice, aux représentants des citoyens, aux médiateurs, de défendre leurs droits ou de statuer sur un cas où leurs droits sont, le cas échéant, bafoués. Cette délégation-là, nécessairement, s'accompagne de déchets. S'accompagne d'imprécisions. Les citoyens attendent de l'appareil judiciaire, des institutions, des professionnels,
du métier, des experts, des juristes, justement une expertise, un degré de compétence élevé. Naturellement, quand on ne peut soi-même défendre sa propre cause, on attend que celui qui s'y substitue le fasse avec le plus d'efficacité possible, le plus d'argumentation possible, et une argumentation fine, objective, structurée. Dans un contexte où, on le sait, les cas sont complexes, nombreux, multiples, les interactions interindividuelles, les comportements néfastes, irrespectueux, discourtois, les fautes, les erreurs sont multiples, incommensurables parfois, et surtout, les institutions ne sont pas dotées nécessairement des moyens financiers, budgétaires, conséquents, nécessaires, suffisants pour faire face à cet afflux d'affaires, à cet afflux de contentieux, à cet afflux d'irrespect, d'occasions où la liberté des uns est bafouée et la liberté des autres sous-estimée. Sans compter le temps de traitement de ces dossiers, de ces affaires, le lent processus d'assimilation de ces nombreuses informations, les procès-verbaux, les réquisitoires, bref, des délais souvent excessifs, reliés là encore une fois souvent aussi au manque de moyens, au-delà de la multiplication des cas, à la limite, je dirais, qu'impose le recrutement de personnel qualifié pour traiter ces affaires également. On revient autour de la question essentielle du budget, mais aussi de la faisabilité. 67 millions d'individus, c'est un nombre conséquent. La palissade arithmétique. C'est donc autant d'occasions, 67 millions de fois au minimum, de se voir subir un outrage, de se voir défier un droit, contesté, de se voir sous-estimer une liberté, sous-évaluer. L'on comprend bien la complexité de la tâche. Mais les citoyens sont en droit de bénéficier d'une justice conséquente. Une justice adaptée à leurs propres moyens. Une justice qui prenne en compte les situations de chacun. Les experts, les philosophes, les théoriciens ou les praticiens distinguent d'ailleurs à ce titre plusieurs types, modalités de justice.
que l'on soit partisan plutôt de la justice réciproque ou distributive, qui tient compte de la proportionnalité. La finalité est la même. Faire en sorte que les libertés, les droits ne soient pas bafoués, encore une fois, ne soient pas restreints, ne soient pas niés, ne soient pas obscurcis par les contingences d'une actualité pesante, brûlante, ne soient pas contournés. Naturellement, la nature humaine est complexe, faillible. La perfection n'est pas de ce monde, mais chaque jour nous donne l'occasion de tenter de dépasser ses limites naturelles, structurelles, transcendantales, et de faire au mieux pour que soient respectés les principes élémentaires qui structurent notre vivre ensemble. Le respect de l'altérité, le respect de l'intégrité physique, morale, psychologique, matérielle des individus. La tolérance est de mise. La justice n'a de sens que si elle prend en compte autant les vertus que les failles humaines, et surtout les failles humaines. Mais naturellement, cela ne justifie en rien que des décisions soient prises légèrement ou influencées par des positionnements idéologiques, des pressions politiques, des pressions corporatistes, lobbyistes, ou tout simplement des pressions subjectives. Des pressions ressenties si ardemment qu'elles induisent les décideurs en la matière à rendre un jugement qui ne soit pas le plus objectif possible, justement, et qui les détourne, pour le coup, du chemin, du vrai, du bon chemin. Naturellement, la société est jugement. Jugement de valeur, jugement de compétence, jugement. La distinction entre le bon, le bien, le mal, le mauvais, parfois délicate. Le bon sens lui-même peut être érodé, usé, bien que guide, éclairant en la matière. Alors, il revient tout simplement à ceux qui sont en droit, en mesure, en légalité,
de pouvoir statuer, de juger au fond. Il leur revient de distinguer en leur âme et conscience ce qui relève de l'opportunité, de l'opportunisme, de l'agitation, de l'émotionnel, du reste, c'est-à-dire le fond, c'est-à-dire le stable, c'est-à-dire la rigueur, le raisonnement, le discernement. Contextualiser un jugement, contextualiser une décision, c'est très bien. C'est même le signe d'un jugement critique, un esprit éclairé, affiné, nuancé. Mais il ne faudrait pas que la contextualisation, les circonstances se substituent excessivement, fassent oublier le motif même, la réalité, l'évidence, l'objectivité. Des circonstances atténuantes ne justifient pas des actes brutaux, cruels, inhumains, irrespectueux. La légitime défense ne permet pas la banalisation de la violence, de l'agressivité, de la dureté. La soif de pouvoir, de vie, d'envie, ne justifie pas l'intrusion, l'opacité, la manipulation. Vous l'aurez compris, mon propos se veut progressiste, épuré. Il tient compte naturellement de la nature profonde des gens, de la complexité, parfois la malice des systèmes. Mais mon propos aspire surtout à ce que la société, les défenseurs de l'ordre public montrent le chemin, inspirent ceux qui les accompagnent, les incitent à garder, conserver de la société, de la République, l'image digne qu'ils s'en font. Vive la justice. Vive l'équité. Vive la tolérance. Vive le discernement. Vive
la solidarité. Vive notre République, une et indivisible. Et vive la France.